Eh bien, nous voilà dernière ligne droite. Installez-vous, prenez votre temps. Ouais, pas de soucis. Alors cet après-midi, écoutez, c'est non seulement informatif, mais très intéressant, surtout dans le cadre de ce que nous avons décidé de développer. Alors on va avoir la chance de recevoir le directeur de l'Institut de recherche Pasteur. C'est un immunologiste, infectiologue, qui a encore des consultations privées sur Paris. J'appelle donc le professeur Louis Tellière. Vous avez ici pour faire passer les slides, vous les voyez ici. Je les vois où? Ici. Ah oui, très bien. Je vous donne un autre portable si vous voulez vous balader. Oui, je préfère, oui. En appuyant sur le vert, vous avancez. En appuyant sur le petit rouge, vous faites le slide. Et les... D'accord. Bien, merci de me recevoir. Merci, Monsieur Bellatant. Et j'ai les spots dans la figure, donc je vois personne dans la salle. Donc, veuillez m'excuser si je ne salue personne. Ah, voilà, très bien. Merci beaucoup. Bien. Bonjour, ça va, très bien. Je suis là pour vous parler des nouvelles notions sur le microbiote et les probiotiques. Vous pourriez vous demander pourquoi un infectiologue, un immunologiste vient en parler, mais vous allez voir, je l'espère, au cours de la conférence, le lien étroit qu'il y a entre l'analyse et l'étude maintenant un peu plus moderne de ce microbiote, le lien avec l'inflammation et au-delà des pathologies intestinales, les pathologies neurodégénératives et psychologiques qu'il peut y avoir. Donc, nous allons commencer. Je vous donne mon court CV qui est peut-être... voilà, donc je suis effectivement un immunologiste et infectiologue et formé à l'Institut Pasteur. Et j'ai dirigé la recherche clinique à Pasteur pendant un moment, et dans certains CHU où j'ai exercé. Puis, j'ai toujours gardé un cabinet de ville et atteint par la limite d'âge, depuis quelque temps, mes activités de consultation privée ont augmenté. La ligne que vous voyez en bas indique que je suis en train de travailler sur des notions un petit peu complexes qui n'ont pas lieu de cours de cette conférence, et sur ce qu'on appelle les bactériophages, c'est-à-dire les virus tueurs de bactéries, dans des alternatives sur les antibiotiques. Et effectivement, comme je vous disais, le lien entre l'immunologie, l'inflammation et sans doute les microbiotes intéresse beaucoup maintenant les institutions qui s'occupent de maladies neurodégénératives, de dépression, de vieillissement cérébral. Et ça me permet de conseiller quelques-unes de ces fondations que vous voyez listées en bas. Voilà. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. La première notion, ce sont les fonctions de la flore intestinale. Excusez les termes en anglais, mais bon, voilà, j'ai pris cette diapositive, mais je l'utilise pour notre conférence, et donc ça me permettait ça. Donc, on connaît la première, je crois qu'il y a un pointeur, non? Il n'y a pas un pointeur? Non, peu importe. Non, il n'y a pas de pointeur. Et donc, qui est celle qui est à gauche, c'est la notion protectrice et d'équilibre entre les différentes bactéries. Mais vous verrez que, à part cette conception nutritionnelle et d'équilibre nutritionnel et d'équilibre entre la flore bactérienne, déjà quelques notions en paraissent. C'est une compétition immunologique et surtout la protection de bactériocines, c'est-à-dire de cytokines et de molécules chimiques issues des bactéries qui auront des fonctions bactéricides. Et ça, c'est très important parce que pour l'équilibre des bactéries commensales, ça intervient, et surtout ça intervient dans certaines situations pathogènes. La deuxième notion, donc, c'est une fonction de structure. Ça contribue en permettant à l'immunité de type mucosal, c'est-à-dire essentiellement par les immunoglobulines de type A, d'intervenir et d'agir pour conforter la barrière intestinale.
savez que la barrière intestinale, les entérocytes sont séparés par des mucus. Et si l'on a ce que les anglo-saxons appellent l'intestin qui fuit, le leaky gut syndrome, il y a la possibilité pour certaines substances de passer directement, sans passer par la douane des entérocytes, et donc d'exciter les patrouilles immunologiques qui sont juste derrière, et de déclencher une réaction d'abord inflammatoire, et peut-être immunologique, et cette inflammation, on le verra plus tard, s'exporte. C'est-à-dire qu'elle ne reste pas au niveau de l'intestin, avec les dommages qu'elle peut faire, elle peut s'exporter, passer dans d'autres endroits, et en particulier ensuite repasser une autre barrière importante, qui est la barrière hémato-encéphalique. Et c'est pour ça qu'une des explications, n'est-ce pas, de l'influence entre le cerveau et l'intestin est aussi des liens directs par la présence de millions et de millions de neurones dans le cerveau, dans l'intestin, de liaison avec directes par l'intermédiaire du système neurovégétatif, mais aussi par une importation de signaux, et en particulier de signaux inflammatoires. Donc il y a une participation structurelle et également immunologique. Et puis, bien entendu, une fonction métabolique qui est mieux connue, qui est celle de travailler sur l'absorption vitaminique, et nous verrons plus tard comment il faut absolument préserver cette énergie et préserver certains équilibres pour qu'il n'y ait pas de dégénérescence très, très problématiques qui interviennent. Donc vous voyez que la première notion, ce sont des fonctions multiples, et pas uniquement une fonction d'équilibre de flore entre Bacteroides firmicutes ou entre certains équilibres de type bactérien simple ou de levure et de choses comme ça. La deuxième notion, qui est peut-être aussi moins connue, c'est que c'est une flore évolutive. C'est-à-dire que vous avez trois évolutions. À gauche, une évolution, j'allais dire, géographique, topographique. Ce n'est pas la même flore dans l'estomac, dans le duodénum, le jéjunum, l'ilulum et le côlon. Et vous voyez qu'en bas, c'est une grande prédominance de Bacteroides qui intervient. Entre parenthèses, on travaille beaucoup sur les équilibres entre ces deux grands genres phylogénétiques des bactéries, qui sont les firmicutes et les Bacteroides. Et s'il y a un baisse des Bacteroides et une augmentation des firmicutes, certaines équipes pensent que c'est peut-être un des premiers liens pour la création d'épidémies d'obésité qui existent actuellement. Donc déjà, topographiquement, il y a des bactéries différentes. Ensuite, à l'intérieur de la muqueuse, en B, vous voyez qu'également, il y a une variation de flore et de bactéries et de levures qui sont différentes entre l'épithélium de surface, la muqueuse intermédiaire et la lumière intestinale. Et c'est très important parce que celles de la lumière intestinale vont participer à la formation d'un mucus, d'une sorte de biofilm protecteur. Ensuite, il y a une troisième évolution qui est dans le temps. On n'a pas la même flore intestinale à la naissance, ça c'est évident, c'est l'ensemencement maternel. Et ensuite, il y a une augmentation dès l'âge de 1 an, en augmentant la diversité. N'oubliez pas que la diversification de l'alimentation se fait à 6 mois, avec un premier sevrage par rapport au lait. Il faut déjà que la flore commence à être préparée. Alors bien sûr, elle est préparée par la diversification alimentaire et par le régime. Et ensuite, elle se constituera petit à petit et elle évolue avec l'âge. Les sujets âgés n'ont pas la même flore intestinale que les sujets en pleine maturité d'âge. Et peut-être que dans nos maisons de retraite, on pourrait réfléchir à certaines choses quand vous verrez plus tard le lien qu'il y a entre certaines maladies neurodégénératives et le microbiote. Donc, vous voyez, première notion, ce sont des fonctions beaucoup plus variées et beaucoup plus importantes que le simple équilibre et la reconstitution de ce qui serait une flore idéale. Et déjà, on voit qu'une flore idéale, ça veut dire que c'est adapté à chaque situation. Ensuite, une évolution topographique, une évolution dans le temps, une évolution dans la structure elle-même. Bon, on a des notions qu'on connaît, des bonnes et des mauvaises bactéries. Donc les bifidobactéries, Escherichia coli, Lactobacillus, sont considérées comme des bonnes bactéries. Bon, il y en a d'autres, les Enterococcus, les Capylobactères, les Clostridium, sont
sont considérées comme des mauvaises. D'ailleurs, quand je parlais des bactériophages, je travaille donc avec l'université de Leicester en Angleterre, où avec le professeur Martha Clochy, on a développé un bactériophage sur Clostridium difficile. Donc, première conséquence, les probiotiques vont pouvoir participer à l'immunomodulation, à diminuer les réactions de type allergique et immuno-inflammatoire, c'est à gauche. Si on normalise cette composition en accord avec la topographie et les pathologies, on améliore l'immunité, on diminue les infections intestinales et, je ne l'ai pas mis là-dedans, on diminue l'exportation possible de ces infections à distance. C'est pour ça qu'on a ces rapports immuno-inflammatoires qui existent entre alimentation et équilibre de la flore intestinale et les articulations. C'est pour ça qu'on a quelquefois ces relations entre alimentation, équilibre de la flore intestinale ou restauration de la flore intestinale et les manifestations allergiques type asthme ou eczéma. C'est pour ça qu'on a également, avec, vous le verrez plus tard, certaines maladies de système, la possibilité d'intervenir, et également dans des situations de modification du comportement, de l'humeur, ou même du fonctionnement cérébral. Les effets métaboliques, je vous l'avais dit, c'était pour la synthèse des vitamines, enfin la possibilité d'absorption vitaminique, très importante, et ensuite pour le cholestérol et pour l'amélioration de certaines tolérances. On parle de lactose, par exemple, vous savez qu'il y a tout un travail qui se fait sur les intolérances au lactose et au lait. Je dirais, en parlant du lait, que le lactose, c'est une chose, parce qu'il y a la fermentation et la possibilité de le digérer, mais vous savez que dans les produits laitiers, il y a surtout une substance qui s'appelle la caséine, c'est celle qui permet de caséifier le lait, c'est-à-dire le cailler. Et la caséine est une grande molécule branchée dont la structure quaternaire est extrêmement complexe. Il n'y a pas plus excitant pour le système immunitaire qu'une protéine de ce genre. Une petite protéine avec 3 acides aminés en ligne et toute droite, ça excite très peu le système immunitaire qui travaille sur des reconnaissances de formes et de figures et de récepteurs. Tandis qu'une protéine branchue complexe longue, en particulier venant d'une espèce animale différente de la nôtre, ça c'est extrêmement, j'allais dire, excitant. Et donc une grande partie des problèmes du lait et des produits laitiers, c'est pas tellement le lactose, c'est la caséine. On a la même chose avec le pain et la gliadine, plutôt que les carbohydrates du pain eux-mêmes. Donc, première conséquence et première critère de choix, comme vous avez vu qu'il y a une grosse partie qui se constitue le long de l'intestin, la première chose quand on a un probiotique, c'est que d'abord, s'il n'est pas capable de résister au chaudron de sorcière que représente un estomac, il y a déjà la moitié, sinon les 2 tiers, qui sont zigouillés. Il faut voir que les probiotiques qui ne seraient pas protégés ou avec des formes galéniques un petit peu adaptées à cette situation, c'est pas dire du mal que de dire qu'ils souffrent. Alors, la plupart des probiotiques des fabricants de probiotiques essayent de compenser en mettant des grosses quantités, en espérant qu'il y aura des survivants à la sortie, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est une vue de l'esprit, c'est un wishful thinking, c'est-à-dire on espère qu'il va y avoir des résistants. Donc, il vaut mieux essayer d'aider les bactéries des probiotiques en leur donnant une forme galénique adaptée protectrice. Il faut une variété de souches, parce que ça c'est évident. Vous avez vu qu'on ne peut pas se contenter de mettre classiquement des lactobacilles et d'autres choses, ou d'inonder de certaines souches, de Saccharomyces ou de choses comme ça. C'est pas adapté, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est d'en avoir plusieurs. Alors, ou soit on change de probiotique régulièrement, ou on a un probiotique qui a une variété de souches suffisamment importante. Et troisièmement, donc, elles peuvent être adaptées à tous les étages et à ce premier équilibre à respecter. Ça, c'est la conséquence logique, simple, factuelle, de ce que je vous ai dit dans les caractéristiques de la flore intestinale. Ensuite, il faut les aider, ces probiotiques.
Et on sait très bien, ça a été étudié, ce n'est pas une nouveauté ce que je vous raconte, que les prébiotiques participent à la vitalisation et à la capacité d'action et la reviviliscence de bactéries et des probiotiques. Donc l'idéal, dans mon esprit, hein, c'est d'associer prébiotiques et probiotiques. Et ensuite, ils ont des bactéries nocives concurrentes qui interviennent, et s'ils veulent pouvoir exercer leur activité par les bactéricines sur les bactéries nocives, il faut qu'ils soient aidés. Alors il y a plusieurs procédés pour les aider. Il y a un premier procédé qui est dans le probiotique lui-même, dont on n'est jamais sûr qu'il y a une extrême pureté de les aider. Alors, une des formes intéressantes, je l'ai relevé, c'est la tyndalisation. La tyndalisation, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chauffages fractionnés, c'est-à-dire successifs, à une température assez légère, plutôt, soit du côté de 60 degrés, qui permet on fait des chauffages séparés d'environ 15 jours ou 3 semaines pour permettre d'éliminer les formes germinatives qui pourraient renaître. Et on a un produit comme ça qui est beaucoup plus pur et beaucoup plus débarrassé de scories, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un peu ce système de chauffage itératif. C'est un peu le même principe que quand on fait des antibiothérapies par séquence, en particulier dans les formes de bactéries intracellulaires ou intraticulaires. Vous savez très bien qu'il y a 2 écoles, celle qui fait inondation d'antibiotiques pendant une longue durée, courant le risque de sélectionner des mutants résistants et de créer une autre résistance qui est la création de bactéries qui s'enquistent. Et le seul moyen de travailler là-dessus, c'est par des séquences séparées, que ce soit pour des chlamydiés, des hélicobactères, mais également des bactéries de type Borrelia, par exemple, qui est impliquée dans la maladie de Lyme. La meilleure moyen de se venir à bout d'une borréliose chronique, c'est d'avoir ces séquences d'antibiotiques séparées avec des bactériostatiques et des bactéricides. Donc il faut éliminer ces bactéries nocives concurrentes, donc il faut les aider, les optimiser, avec des cofacteurs également. Les cofacteurs, bon, on peut donner la vitamine D qui est anti-adhésion bactérienne. On pourrait donner des vitamines de type B qui vont aider également. Et un des grands cofacteurs qui empêche l'adhésion et qui empêche également qui contribue également comme cofacteur enzymatique de l'action de ces bactéries probiotiques, c'est le zinc. Quand dans les états infectieux chroniques, on observe assez fréquemment, sinon toujours, une baisse du zinc. Souvent, c'est un équilibre zinc-cuivre qui intervient, et on observe plutôt que si le cuivre est maintenu, le zinc baisse, ou on a un zinc qui est tout seul baissé. Ou il y a un excès de cuivre par rapport à un zinc qui a l'air à peu près normal. Et donc, il faut remonter. L'idéal, c'est de faire remonter. Donc, une bonne idée, c'est d'avoir ces cofacteurs. Et puis, j'ai toujours été surpris de ne pas avoir de forme galénique adaptée. Alors, ça commence à venir. Moi, je m'occupe beaucoup, depuis quelque temps, de maladies neurodégénératives et d'enfants autistes. Ce sont des pédiatres, ce sont des neurologues, ce sont des psychiatres qui m'ont demandé de m'en occuper en disant qu'ils pensaient, ils ne sont pas les seuls, qu'il y avait une participation inflammatoire dans la genèse, dans les cofacteurs, soit déclenchants, soit entretenant ces états pathologiques. Et on a bien vu, quand on étudie ces enfants, ils ont effectivement des gros problèmes de flore intestinale, de sélection alimentaire, d'inflammation. Donc on dit on va donner des probiotiques. Essayez de faire manger un probiotique en gélule à un enfant autiste. Impossible. Vous lui faites ouvrir la gélule, vous la mettez quelque part, il renifle. La petite odeur qu'il y a dedans, il ne veut pas. Et
Donc j'avais été attiré par certains fabricants de probiotiques qui fournissaient des formes adaptées liquides. C'est un peu plus de touchy, parce qu'il faut pouvoir maintenir la reviviscence de ces bactéries, mais il y en a qui arrivent. Donc cet équilibre à respecter, ça on le sait, hein, les bons microbes, les mauvais, qui peuvent mener à une inflammation chronique, et voire même à des inductions oncogènes, parce qu'on sait très bien que dans la genèse, dans la carcinogénèse, l'inflammation a sa part très importante. Donc, on revient. Notion classique, barrière endommagée et perméable, réaction inflammatoire de type immunoallergique. Donc, on a la flore commensale, là c'est la lumière intestinale là-haut, le mucus protecteur, les cellules épithéliales avec des dendrites qui sont à l'intérieur, des cellules dendritiques, qui sont, avec leurs collègues macrophages ou certains sous-populations de lymphocytaires, des cellules présentatrices d'antigènes. Ces cellules présentatrices d'antigènes présentent cela soit à l'immunité innée, c'est-à-dire ce qu'on appelle les natural killers, ou alors par l'intermédiaire à d'autres lymphocytes qui permettront d'avoir la deuxième partie de la réponse immunitaire, qui est la réponse de type Th2, donc avec des productions d'anticorps. Je dis ça parce que vous avez peut-être été sollicité pour des tests d'intolérance alimentaire. Ces tolérances alimentaires sont fondées sur des IgG. D'accord? C'est des IgG. Bon, il est normal d'avoir une réponse IgG à la présentation d'aliments. Il faut toujours analyser ces tests à la lumière de l'habitude alimentaire des gens. Un coureur cycliste qui a l'habitude de se taper, comme on dit, une grande plâtrée de pâtes tous les matins pour pouvoir 120 km en danseuse, qui est fin comme ça, qui est en pleine forme, il a des IgG aux carbohydrates, au gluten, aux protéines de blé, tout ça. Mais il n'est pas intolérant, il n'est pas immunotolérant, il a simplement... Donc, par contre, si vous avez ces résultats avec production d'IgG, alors qu'il n'en mange pas beaucoup, là, c'est autre chose. Donc, ces tests d'intolérance et de production inflammatoire, il faut toujours les regarder, les analyser. Je suis toujours un petit peu narquois, pour ne pas dire un peu navré, devant l'interprétation abusive que font des collègues pharmaciens ou des collègues médecins. Là-dessus, ah, vous avez vu, c'est marqué, hein, il ne faut pas manger de ça. Et ça dépend. Ça dépend quelle était l'habitude alimentaire de départ. Ça dépend également si ça déclenche en même temps quelque chose d'immuno-inflammatoire. Donc, un test d'intolérance alimentaire s'analyse de manière assez précise, médicale et circonspecte. Donc, il y a une interaction entre le microbiote et également un lien génétique écologique. Le microbiote est dynamique, on l'a vu dans le temps, dans la topographie, il est modifié par l'alimentation. Donc, inonder toutes les situations pathologiques avec les mêmes probiotiques, quelle que soit la situation pathologique qu'on vous propose, c'est un peu simple. Ce que je voudrais faire croire, c'est un peu plus compliqué que cela, et un peu plus sioux que cela. Il y a un lien entre le microbiote et le risque de maladie. On a parlé surtout du cancer colorectal, mais ça pourrait être d'autres choses, par inflammation et modification du métabolisme de la muqueuse colique. Et cette modification pourrait permettre de créer ce qu'on appelle des substances réactives oxydatives, ce qu'on appelle du stress oxydatif majeur. Donc il y a rupture de la continuité de la barrière intestinale, pullulation microbienne, induction de réactions inflammatoires de type immunoallergique. Par exemple, dans le cancer colorectal, il y a un mécanisme exact qui n'est pas tout à fait établi, mais il y a des contributions majeures. Donc, il faut qu'il y ait des équilibrages entre les signaux pro- et anti-inflammatoires et les entérococcines bactériennes, microbiennes. Et c'est pour cela qu'il est intéressant d'avoir des probiotiques qui seront efficaces qui sont aidés par des probiotiques et par des adjuvants soit vitaminés, soit du zinc. Et la conversion
se fait ensuite entre alimentation procancérigène et la production de ces acides gras qui sont des produits microbiens de fermentation. Donc faire attention dans ces situations qui, on pense, peuvent engendrer des situations assez graves. Alors attendez, je reviens en arrière, je ne sais pas comment on revient en arrière. Donc, j'ai parlé des hydrates de carbone non digestes et des fibres alimentaires. Je ne conseille pas donc les fibres alimentaires, dont on dit qu'elles sont bonnes pour l'intestin. Une fibre alimentaire, une fibre végétale en particulier, ça contient un sucre végétal qui s'appelle la cellulose. Donc les légumes à forte armature, donc à forte présence cellulosique, sont capables de fermenter. Je conseille aux gens qui ont des problèmes intestinaux et qui sont dans des risques de situations immuno-inflammatoires avec risque majeur, qu'on verra par la suite, de plutôt utiliser, je leur dis, de faire, des salades tièdes. Il suffit de 3 minutes à l'eau frémissante des légumes, vous cassez la cellulose, vous gardez une bonne partie des vitamines et vous n'avez pas le processus de fermentation. Pour les fruits, c'est pareil. Compoter un petit peu les fruits et, blanchir les légumes. Voilà. Autres liens qui sont un peu plus maintenant connus, je vous avais parlé des réactions inflammatoires. La spondylarthrite ankylosante, maintenant, il y a un lien avec le microbiote. Et la dernière étude publiée en 2017 révélait que la spondylarthrite ankylosante, donc je rappelle, une maladie articulaire inflammatoire des articulations de bassin de la colonne vertébrale, serait fortement liée à des bactéries de type Rhodomococcus gravus. Bon, ça c'est des études de corrélation, mais on commence à se rendre compte qu'il y a un lien direct entre des déséquilibres intestinaux et des maladies qu'on ne soupçonnait pas. Donc vous avez là les références entre le service de rhumatologie de l'hôpital Ambroise Paré. Je vais avoir besoin d'un peu d'eau dans 2 minutes. Et de randonnée d'acide qui a un lien entre cet intestin et les maladies. Bon, et la polyarthrite rhumatoïde en fait partie. Je vous parlais tout à l'heure de cet axe intestin-cerveau. Le microbiote peut envoyer des signaux au cerveau par plusieurs moyens, dont l'activité immunologique et la production de cytokines pro-inflammatoires, mais également une modification, et on verra plus tard comment elle se fait, des axes neuroendocriniens, c'est-à-dire de l'hypothalamus, de l'hypophyse, de la thyroïde et des surrénales. Voilà. Alors voilà comment ça se passe. Vous avez par exemple soit des allergies ou des intolérances, une transmission maternelle d'allergie ou d'intolérance, une infection quelconque, une modification de l'équilibre métabolique par des problèmes surrénaliens de rein ou du foie. Ça produit un stress oxydatif, des augmentations des IgG et des IgE, et aussi la production, vous le voyez en vert, d'interleukines qui augmentent, tumeur necrosis factor, interleukine 8, interleukine 6. Activation du système des mastocytes, production d'histamine. Ce sont ces personnes qui vous disent, quand je prends un repas, je ne sais pas ce que j'ai un peu mal au ventre, j'ai des petites sueurs, ça me picote, et quelquefois j'ai des petites plaques rouges qui interviennent, et en même temps souvent une torpeur. Il faut être sûr que ces personnes-là ont vraisemblablement une dégranulation mastocytaire majeure intervenue par des aliments. Il y a des aliments histaminogènes, hein. On le sait. Il y a le grand aliment histaminogène, c'est le chocolat, vous avez aussi les fruits à coque, vous avez également la tomate, les aubergines. La tomate intervient doublement pour acidifier également parce qu'elle est histaminogène, et toutes les viandes qui ne sont pas cuites. Les viandes et les conserveries de viande pas cuites, c'est-à-dire vous avez tout ce qui est fumé, salé, sec, toutes ces charcuteries, ou même les viandes qui sont fumées ou salées et conservées telles quelles, il y a un risque de création d'histamine. Ça crée, donc on le voit, cette activation des mastocytes. L'ensemble crée une
une inflammation qui va pouvoir s'exporter pour passer la barrière hémato-méningée et devenir une inflammation cérébrale. Mais également, vous voyez qu'également il y a des liens avec des productions neuro-endocriniennes, hypothalamo-hypophyso-thyroïdiennes. Un autre lien qui est connu, c'est celui de la mécanisme cellulaire. Si cette inflammation intervient, et comme je vous l'ai dit, très souvent un point de départ intestinal, il y a création d'espèces réactives à l'oxygène et des produits de cette chaîne qui vont perturber la chaîne respiratoire mitochondriale. Et donc, ce qui vient, c'est qu'il y a un mécanisme de la mitochondrie, c'est-à-dire de l'organisme de fourniture de l'énergie et de la réplication des protéines, de la fabrication des protéines cellulaires, qui est modifié. Donc, dans les maladies inflammatoires, les maladies de système et les maladies neurodégénératives, il y a le côté inflammation, immunité, le côté neuro-endocrinien et un côté métabolisme cellulaire qui intervient aussi. Je vais vous montrer un exemple. La flore intestinale, on sait très bien qu'il y a des facteurs de stress qui interviennent. Il y a de la génétique, on est tous égaux, mais on n'est pas tous pareils. Et il y a l'environnement, le métabolisme, c'est-à-dire le mode nutritionnel qui vient d'intervenir là-dessus. La psychologie, le stress, c'est évident. Vous verrez que j'ai mis une flèche d'un côté, mais ça peut être en double sens. On le verra par la suite. La création d'états anxieux, merci beaucoup, mais ça va un peu mieux. La création d'états anxieux ou d'états dépressifs est très liée avec l'état de la flore intestinale, et on verra tout à l'heure, va influer sur la flore intestinale. La génétique, n'en parlons pas. L'environnement, bon, bien sûr, il y a des toxiques, hein, on peut être exposé à des toxiques environnementaux dus à des pollutions, à l'utilisation de produits. Et le métabolisme, on l'a vu, si on favorise des carbohydrates ou des fermentations, on vient modifier les équilibres de cette flore intestinale. Donc ce stress, la chimie, on a invoqué par l'environnement les métaux lourds, donc je les ai mentionnés. Le métabolisme, l'influence, ce sera les vitamines B et D qui interviennent bien entendu sur... Et puis, j'ai mentionné en bas l'ion chlore. Pourquoi j'ai mentionné l'ion chlore, dans l'acidité en particulier, et l'acidité intracellulaire? Parce que l'ion chlore peut intervenir sur un équilibre extrêmement subtil de ce qu'on appelle les neuromédiateurs. Les neuromédiateurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des substances, il y en a une vingtaine, mais il y en a 4 importantes. Il y en a qui nous excitent, ou nous animent, et d'autres qui nous apaisent. Le premier grand apaisant est le GABA. Eh bien, l'abus de chlore, et en particulier de chlore intracellulaire, vient modifier le GABA. Donc la fonction apaisante de l'acide gamma-aminobutyrique, vous savez que les tranquillisants sont des inhibiteurs de la recapture, les Valium, les Tranxène, tout ça, c'est des inhibiteurs de la recapture du GABA, et donc mettre du GABA à la disposition du cerveau. N'intervient pas. Et qu'est-ce qui reste? Il reste une espèce d'agitation motrice par le fait qu'il n'y a pas de ce GABA apaisant. Et une des situations pour lesquelles le GABA et le chlore restent en intracellulaire, ça c'est les travaux de Ben-Hari et de Lemonnier au l'INSERM à Marseille, une des raisons serait le défaut d'ocytocine. L'ocytocine, qui est cette hormone qui fait la dilatation d'utérus pour la naissance, la dilatation des canaux galactophores pour l'allaitement, les naissances déclenchées ou favorisées par césarienne, par forceps ou par épidurale, diminuent de facto la production d'ocytocine en diminuant la douleur et le travail, comme on dit, et en diminuant le travail. Bon, c'est un progrès énorme pour le confort des femmes. Il faut savoir, ce sont eux qui le disent, hein, que c'est un cofacteur possible pour le fait qu'il y a des marquages au chlore intracellulaire à la naissance, et donc le fait que le GABA ne fonctionne pas. Et donc ça donne des enfants qui sont anxieux.
Et ils avaient même dit que c'était une des causes potentielles de déclenchement de certains autismes. Donc voilà, le GABA ne marchait pas et ça faisait ça. D'autres équipes ont parlé plutôt de dopamine. D'autres équipes ont parlé de sérotonine. D'autres équipes ont parlé d'acétylcholine. Alors, sérotonine, c'est pour la dépression, et c'est vicieux. Et on le verra plus tard. Les gens qui sont en manque de sérotonine veulent compenser en retrouvant la sérotonine. Et un des plus sûrs moyens d'augmenter la sérotonine, c'est de manger du sucre, qui, par des biais biochimiques, favorise la sérotonine. Il faut manger du sucre, vous déclenchez des fermentations et des inflammations, et le cercle est entamé. Une espèce de cercle vicieux lequel est entamé. L'acétylcholine est le neuromédiateur impliqué dans le vieillissement cérébral. Je vous développerai volontiers le fait comment on repère ces manques. La dopamine et la sérotonine se dosent dans le sang et dans les urines. Le GABA et l'acétylcholine, qui sont beaucoup plus ubiquitaires, ne peuvent pas se doser en eux-mêmes. Par contre, ce qu'on peut doser, c'est le profil des acides aminés précurseurs. Et dans mes consultations, je fais un profil des acides aminés précurseurs, un profil sérotonine, dopamine et catécholamine en général dans les urines et dans le sang, et l'étude du comportement alimentaire. Quelqu'un qui carbure à un neuromédiateur, il a un comportement alimentaire particulier. Quelqu'un qui carbure à la dopamine, c'est la viande qui lui plaît. Parce qu'il y a de la phénylalanine, la taurine et la tyrosine qui sont des précurseurs de la dopamine. Donc c'est un amateur de viande. S'il n'y a pas de la viande, parce qu'on dit « Ah, la viande, c'est pas bon. » Bon, café. C'est bon le café aussi. Grands amateurs de café. S'il n'y a pas ça, cigarette. Hein? Vous savez qu'on peut mettre une patch de nicotine chez un parkinsonien, on réduit un petit peu ses symptômes en lui mettant de la nicotine, donc qui est un précurseur de la dopamine. Et puis s'il n'y a pas ça, le meilleur dopaminergique, c'est le Coca-Cola. Coca, cola, café. Et caramel, il y a un peu de sucre, c'est pour la sérotonine. Tout le monde aime le Coca-Cola. Bantou, norvégien, patagonien, ça marche. C'est une meilleure dope. Et ce qui est encore meilleur, c'est quand il est diet. Parce qu'on remplace le sucre par la phénylalanine de l'aspartame. Et c'est encore plus dopaminergique. C'est génial. Ça marche encore mieux pour le truc. Moi, quand j'ai des patients qui me disent « Ah bon, vous savez, docteur, moi j'ai arrêté le Coca-Cola, comme ça, je prends du Coca-Cola diet. D'ailleurs, je le trouve bon. J'aime ça. Je dis « Ben oui, bien sûr, pas de problème. » Donc, vous voyez à droite, ce système d'inflammation, on va revenir un peu plus dans le sujet, et vous voyez que si cette barrière intestinale est ébréchée, poreuse, si il y a des intolérances ou des allergies, et qui sont dans un climat immunoallergique ou de général d'eczéma, d'asthme, et que ce système digestif l'encourage, qui a en plus des infections par bactéries, virus ou parasites, tout ça crée ce qu'on appelle des cytokines inflammatoires. Et ces cytokines inflammatoires peuvent passer la barrière hématoméningée, et ce qui est encore plus beau, si je peux m'exprimer ainsi, on va le voir plus tard, ça va se complexifier dans les 5 minutes qui viennent. Je vous prépare. Et encore, je me suis restreint. Et donc, vous allez voir quel est le rapport. Non, mais je vous jure que ça va bien se passer. Et donc, voilà. Donc, ces cytokines pro-inflammatoires, voilà, créent des chimiotactismes, des libérations de ces chimokines, cytokines, des protokines qui vont participent à l'inflammation en augmentant la diapédèse, en augmentant les volumes des vaisseaux, et ils créent un effet inflammatoire. Donc, il y en a plusieurs. Elles ont pour rôle, vous savez que dans la nature, il n'y a rien de gratuit. S'il y a des cytokines inflammatoires, c'est que ça sert à quelque chose. Ça sert pour du bien comme du mauvais. Donc il y a des bonnes cytokines inflammatoires, il y a des mauvaises. La plus grande, c'est le TNF-alpha. Elle agit au milieu du foie en disant des
molécule de la phase aiguë de l'inflammation, et donc elle est plutôt bonne, elle est une excellente signature d'une réponse immunitaire active. S'il est trop élevé, ça veut dire que c'est allumé. Vous avez l'interleukine 1 et l'inter 6 qui sont pro-inflammatoires, et là, c'est plutôt des mauvaises, puisqu'elles vont induire la synthèse de prostaglandine à l'origine de la fièvre et des molécules de phase aiguë de l'inflammation. Alors la fièvre, on peut discuter, parce qu'elle a une fonction. Hein. Certaines, comme on l'a dit, certaines bactéries ne supportent pas certaines températures. Vous avez des pays où, au Japon, par exemple, on peut considérer que la médecine japonaise moderne soit une médecine archaïque. Un médecin et un pharmacien ne fera pas de conseil d'antipyrétique dans le cas d'une infection. Au contraire, il fera suer et chauffer le malade. Alors évidemment, pas des jeunes enfants ou des sujets âgés, ou vous ne pourrez pas pour déclencher des épilepsies ou des choses de ce genre. Mais il faut voir que la fièvre a longtemps été considérée, et est toujours considérée dans certains milieux médicaux, comme quelque chose de plutôt bénéfique. L'interleukine 7, très bonne interleukine, très bonne cytokine, maturation des lymphocytes B, interleukine 10, anti-inflammatoire, et l'interleukine 12 module également l'inflammation. Alors, généralement, dans les bilans, je ne veux pas tout doser, mais au moins une bonne et une mauvaise, pour avoir une idée de ce qui se passe. Ah, c'est dommage qu'elle soit trop petite. Mais je vais essayer de vous la commenter de près. J'ai un pointeur ou pas? J'ai peur d'appuyer sur un bouton qui éteigne la salle, baisse le rideau. Ben, j'y vais. Non, bon. Voilà. Non. Oh, ça va. Je suis gentil avec vous. Ça va. Donc voilà, cytokine, chymokine et ces effets inflammatoires, les stress oxydatifs, donc entraînent et impliquent par l'intermédiaire des macrophages, de ce qu'on a vu, une réponse inflammatoire. OK. Là interviennent maintenant le lien entre ce que je vous dis, cette inflammation et les neuromédiateurs. Donc, il y a modification par l'inflammation des quinoléines, du tryptophane et de l'indolamine qui vont déjà travailler sur la sérotonine. Il y a toujours une altération de la recapture de la sérotonine ou de la production de sérotonine dans une mécanique inflammatoire. Certaines équipes commencent à penser qu'une grande partie du système de réponse de plus en plus de dépressions que l'on remarque, ou de dépressions larvées, pourrait être là-dedans. Et donc, il y a des équipes qui travaillent très sérieusement sur le rapport inflammation, et en particulier inflammation périphérique, et en particulier digestive, qui est la plus grande source d'inflammation. C'est que les inflammations, c'est les portes d'entrée. Les faillites inflammatoires, ça vient soit de l'ORL, avec sinus, trachite, angine, et tout comme ça. Mais heureusement, il y a les amygdales, il y a tout ce qu'on appelle l'aldo de Valdeyer qui protège ceci. L'intestin, grande source également, tout ce qui est en rapport avec l'extérieur. Et j'ajouterais l'appareil urogénital, en particulier chez les femmes, avec, excusez-moi, le vagin qui est ouvert vers l'extérieur. Et donc qui est une source d'inflammation souvent chronique et qui entretient tout ce mécanisme inflammatoire qui va déclencher... Oh, pardon, en arrière, vite. Oui, vous avez vu que c'était un peu plus compliqué après. Et donc, la première qui est touchée, c'est la sérotonine. Par un mécanisme qu'on va voir dans la deuxième slide, dans le deuxième diapositive qui suit, vous allez voir que le GABA est également touché par ces récepteurs et ces interleukines qui interviennent sur le chlore intracellulaire et la recapture du GABA. Donc une simple inflammation chronique entretenue, et en particulier intestinale, peut avoir ses conséquences. Et quand je parle des portes extérieures, je pense qu'un jour,
Maintenant, il faut déjà penser à des probiotiques adaptés au vagin par des formes galéniques. Il faut penser à des probiotiques qui sont adaptés à la flore vaginale elle-même. Vous savez qu'un des gros problèmes de la flore vaginale, et un des gros problèmes de ce qui peut se passer, c'est les papillomavirus, par exemple, qui est un virus qui ne peut se développer que dans certaines conditions. Normalement, les portes d'entrée sont acides. Pourquoi elles sont acides? Ce n'est pas pour rien que dans la bouche c'est acide, que dans les yeux c'est acide, que dans les fosses nasales c'est acide, que dans l'estomac c'est 4,5 et que dans un vagin c'est 5, 5,5. C'est parce que c'est bactéricide. Et c'est un équilibre extrêmement réduit. Si vous êtes trop basique, vous chopez des bactéries. Si vous êtes trop acide, vous chopez des champignons. Donc il ne faut pas essayer, comme un cabri, de dire il faut désacidifier, il faut désacidifier. Enfin, attention, d'accord? Beaucoup, c'est la mode actuellement chez les naturopathes et tout ça. Il faut désacidifier, il faut désacidifier, il faut désacidifier. Attention, si on désacidifie, on crée un terrain favorable aux infections virales et bactériennes. C'est factuel. J'ai beaucoup de naturopathes, de médecins de médecine alternative, de médecins douces, qu'on appelle, qui me parlent et qui discutent. Je n'ai absolument aucun problème pour discuter avec eux. Je leur dis simplement le fait. Je lui dis, ne désacidifiez pas trop. Ce n'est pas un Graal. Ça peut être dangereux. Il faut conserver l'acidité des portes d'entrée. Ça a été conçu comme cela pour éviter les infections. Et la grande infection possible dans le vagin, c'est le papillomavirus. La plus dangereuse, si je peux m'exprimer ainsi. Il y en a d'autres. Enfin, des chlamydiés, des mycoplasmes, ça se traite. Hein, ce sont des germes intracellulaires, il faut des séquences d'antibiotiques. Il faut des antibiotiques séparés, il faut faire un bon diagnostic, mais ça se traite, ce n'est pas des germes vicieux. Le virus papilloma, il l'est, parce qu'il est asymptomatique et il cancérise le col de l'utérus. Et il faut donc maintenir une acidité, et on repère en particulier que certains probiotiques, de même qu'on repère que certaines bactéries sont à l'origine de pathologies, certains probiotiques sont plus favorables à l'évitement d'un papillomavirus. C'est le Gasseri, par exemple. Donc l'idéal, ce serait des formes adaptées. Peut-être qu'un jour, il y aura des probiotiques pour la flore buccale. Je n'en sais rien. Mais déjà, il faut travailler ces formes particulières. Donc voilà. La microglie peut être activée. La microglie, vous savez ce que c'est? C'est une espèce de gel qu'on a dans le cerveau dans lequel baignent les astrocytes et les cellules, les neurones. De même qu'il y a une barrière intestinale, il y a une barrière hémato-encéphalique. Elle est très intéressante parce qu'elle est un peu similaire à la barrière intestinale. Ce sont des grandes cellules, c'est-à-dire que les cellules endothéliales des vaisseaux qui ravitaillent le cerveau ont une paroi dont les cellules endothéliales sont un peu différentes dans le reste du corps. Elles sont plus grandes et elles sont plus collées, si je peux m'exprimer ainsi. C'est comme si la nature avait voulu faire un carrelage plus costaud à ce niveau. Il y a deux endroits où ça ne marche pas. Il y a dans le polygone de Willis et derrière le chiasma supraoptique, donc en lien avec l'hypothalamus. Donc c'est comme si la nature avait dit, là, ça peut passer. C'est pour ça qu'on peut être sujet à la drogue, ou sujet à l'alcool, sujet à des médicaments qui ont une action directe là-dessus. Donc il faut faire très attention parce que ce n'est pas neutre. Ça peut entrer en particulier, et je vous l'avais montré, sur un équilibre entre calcium et chlore et maintenir une excitabilité neurologique par empêchement du GABA. Le chlore reste emprisonné, une dépolarisation, augmentation du calcium, augmentation de l'hypersensibilité douloureuse et agitation cérébrale. Le rapport pyruvate-lactate joue un important. Je mets souvent dans les bilans que je fais, il faut suffire en doser un lactate ou pyruvate, et ils sont faciles à doser, ils sont remboursés par la sécurité sociale, et il n'y a aucun problème. Et vous voyez qu'on peut également connaître les précurseurs du GABA, en particulier la glycine. Les mastocytes, je vous explique pourquoi.
Donc c'est toujours pareil, si vous avez des infections, oh mince, pardon. Si vous avez ces infections bactériennes, virales, ou des inflammations diverses et variées, ou une rupture de la barrière entre cette barrière, métabarrière, intestin, sang, cerveau, donc une gut-blood-brain barrier. Les anglo-saxons, ils ont la gut barrière, et cette métabarrière, il faut l'envisager ensemble. Et donc, il peut y avoir une dérégulation neuroendocrine qui intervient sur beaucoup des comportements. Donc, il faut faire attention, c'est que cette histoire d'équilibre et de microbiote, bon, est beaucoup plus lourde de conséquences que ce que l'on croit. Et donc, je crois vraiment que, je répète, je suis un petit peu une obsession, ensemencer toutes les situations avec les mêmes probiotiques, quels qu'ils soient, et toujours les mêmes avec des souches peu variées, il ne faut pas jouer. On ne sait pas, ce n'est pas forcément maintenant, mais personne ne les a étudiés. Je dirais que là, je pense que ce n'est pas un acte aussi anodin que ce que l'on veut croire en recensement. Je rappelle, vous voyez, donc ça c'est en plus de manière simplifiée, microbiote intestinal, agit sur les neurotransmetteurs, produits de fermentation, acidification, participation des cellules immunitaires, création de neurotoxines, excitation du nerf vague. Donc ça peut également influencer sur le système et l'équilibre entre parasympathique et orthosympathique. Le nerf vague, c'est le grand nerf parasympathique. Le malaise vagal, c'est un malaise parasympathique, décélération du cœur, ralentissement du cœur, refroidissement des extrémités. La personne, voilà, c'est la jeune fille qui tombait dans les pommes, quoi, à l'émotion. Vous pouvez repérer quelqu'un qui est parasympathique. Quand vous lui dites quelque chose de désagréable ou un compliment très appuyé, sa pupille se blesse, se rétrécit, il est en myosis, il se fige et il vous dit avec une voix un peu étranglée, « Pourquoi vous me dites ça ?» Il est pris là. Ça sert. Un orthosympathique va rougir, va être en midriase et va s'agiter. C'est l'agitation. Et le cœur qui s'accélère. Eh bien, vous voyez que le microbiote peut intervenir, y compris dans cet équilibre. On a un équilibre neurovégétatif. On a les deux branches tous. Mais il y en a qui ont une branche plus grosse que l'autre. Et vous pouvez repérer chez vos amis quelqu'un qui est plutôt en parasympathique. Donc c'est quelqu'un qui aura des spasmes. C'est la personne, quand il a une émotion, il va aux toilettes. Parasympathico-dominant. Voilà. Que ce soit bonne ou mauvaise nouvelle. Voilà. Bonne nouvelle, partir en vacances, on fait les valises pour partir en vacances, on va faire pipi toutes les 5 minutes. Je me suis fait pipi plus de peur. Je ne suis pas peureux. Je suis parasympathique dominant. Je peux être extrêmement courageux, extrêmement vaillant, dur au mal, mais je suis un parasympathique, j'ai eu cette réaction, c'est tout. Comme ça, puis après le reste suit. L'action suit. Ce n'est pas un problème d'être peureux, c'est un problème d'être parasympathique. Bon, voilà, alors, je ne vais pas faire un truc là-dessus. Je travaille là-dessus. Vous voyez que les autistes, c'est pour ça que je suis venu à cette histoire d'immunologiste que j'étais, d'infectiologue que j'étais, à cette importance sur les inflammations et les comportements, parce que depuis 10 ou 12 ans, j'interviens auprès des équipes de neurologues, de neuropsychiatres et de pédiatres pour ces questions d'autisme en particulier, mais également pour Alzheimer et on pense pour d'autres maladies qu'on a vues, spondylarthrite ankylosante, sclérose en plaques, il y a une participation. On remarque chez les autistes une alternance de diarrhée et de constipation, des selles nauséabondes. Alors on dit, c'est normal, il ne mange que des trucs comme ça, vous comprenez, donc voilà, il est trop chargé en quelque chose, il a ses inflammations. Non, c'est plus que ça, il y a une inflammation qui s'est faite. Et on voit que ça déjà, il a une alimentation très sélective par le cercle vicieux qui fait qu'il est attiré par certaines choses qui entretiennent son déséquilibre. De même que quand les candidats
on dit que quand quelqu'un a une mycose, une candidose digestive, il va se manger du sucre. Et pourquoi? Parce que les candidats, comme je vous l'ai dit, les champignons, ça se développe dans l'acide. Si vous avez fait un peu de chimie organique, vous allez dire que sucre plus eau égale acide plus méthyle. C'est d'accord? C'est sucre C2H4, le plus petit des sucres, plus eau, H2O, égale COOH, plus CH3. Vous verrez, c'est équilibré. Hein. D'accord? Okay. Et donc, c'est le principe de la fermentation méthylique. La fermentation pour faire du pinard, pour faire tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça commence. Et il y a eu ces cas qu'on avait dit, cette personne qui a été aux États-Unis, il fabriquait sa propre bière. Vous avez entendu parler de cette histoire? Il avait une alcoolémie sans boire. Personne ne l'a cru au départ. Il boit en cachette, on fait des trucs comme ça. Non, non, non. Il arrive à fermenter, à faire une fermentation alcoolique par dégradation de son microbiote. Ben, au départ de tout alcool, il y a une fermentation, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Et il y a du sucre. On peut pas faire. Il faut qu'il y ait du sucre. On peut faire de l'alcool de bois parce qu'il y a de la cellulose. On peut faire dès qu'il y a du sucre, on peut faire de trucs. On pourrait faire de l'alcool de nouilles. Je ne suis pas sûr que ce soit bon goût, mais on peut faire de l'alcool de riz, de pommes de terre, de fruits, de tout ce que vous voulez. Dès qu'il y a un peu de sucre, on peut faire de l'alcool. Donc, pour résumer, si on veut soigner tous ces états, eh bien, il faut pouvoir travailler sur ces barrières, bien entendu travailler, si c'est le cas, sur les infections, essayer de diminuer l'inflammation et l'allergie, l'imperméabilité intestinale est très importante, il faut veiller aux équilibres et les systèmes tampons, le système du pH, veiller à favoriser des pH plutôt acides dans les portes d'entrée, ce n'est pas forcément partout. Veillez également à ne pas être trop acide parce qu'il y aura des mycoses, il y aura des candidoses. Veillez à l'équilibre neurovégétatif, à l'équilibre des neuromédiateurs et éviter une sursollicitation pour éviter, in fine, les risques immunitaires inflammatoires de saturation et d'épuisement. On va la simplifier. Mais c'est pour vous dire qu'une des clés, vous l'avez bien vu, c'est de travailler sur l'inflammation. L'idéal serait de ne pas créer d'inflammation en ayant un microbiote constitué normalement, aider ce microbiote par des bons probiotiques, si c'était le cas pour restituer les équilibres, aider les probiotiques en leur donnant, en leur protégeant, en les aidant à travailler par des cofacteurs favorisants comme le zinc ou certaines vitamines, éviter la compétition avec des germes qui ne le sont pas, empêcher que ça produise trop d'acidité en particulier si on les utilise en vaginal, et si on n'y arrive pas, bien entendu, on peut travailler sur les effets des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et il y a des équipes qui, de plus en plus, travaillent sur l'inflammation chronique par des anti-inflammateurs non stéroïdiens, parce que le problème du corticoïde, qui est un inflammateur majeur, c'est qu'il est immunosuppressif. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une jambe de la genèse de toutes ces pathologies qui est altérée. Vous pouvez filer des corticoïdes, mais pas trop longtemps. C'est évident. C'est évident parce qu'on repartira sur notre cercle vicieux. Donc il faut trouver des adjuvants sur les cytokines inflammatoires. Je vous ai délivré quelques-uns. Bon, on peut y avoir l'aspirine, d'autres qui le sont. Et travailler sur les anticytokines. Et également, il y a de plus en plus de précurseurs, et on le trouve en parapharmacie, mais ils sont assez intéressants à travailler, sur les neuromédiateurs. D'accord? Donc des produits qui vont pouvoir aider le GABA, contenant de l'huperzine, de la L-théanine. Vous avez des produits qui contiennent des précurseurs de sérotonine, comme le L-tryptophane. Vous avez des produits qui contiennent des précurseurs de dopamine, comme de la tyrosine, de la taurine, ou de la phénylalanine. Ou éventuellement des plantes qui en contiennent.
Je n'ai pas dit que j'étais un opposé à la phytothérapie, à condition qu'elle soit réfléchie. Dans le cancer, la qualité du microbiote influence sur les résultats de l'immunothérapie. Il y a 2 études qui sont très très récentes, puisque je vous livre ces études. Ça, de 2 novembre, il y a 8 jours. Quoi. 2 études, une américaine et une française, qui montrent que le microbiote ou microbiome intestinal d'un malade atteint de cancer joue un rôle important dans sa résistance et sensibilité au traitement par l'immunothérapie. Vous savez que de plus en plus des traitements de cancer se font par l'immunothérapie, et pour cause, on a vu que c'était en fait une des clés de la genèse et peut-être du traitement. Et ils constatent que 30 à 60% des patients seraient résistants au traitement. Ils ont dit, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose et ils l'ont trouvé dans le microbiote. Alors évidemment, tout le monde essaye de trouver la bactérie commensale qui serait favorable ou qui serait au contraire un signal sentinelle. Bon, ça c'est le péché mignon des gens, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont l'air d'en avoir repéré. Dans l'étude américaine, dans les mélanomes, et dans l'étude française sur poumon réinvesti, 28% des gens pour avoir pris des antibiothérapie. Pourquoi prendre des antibiothérapie quand on a un cancer? Parce qu'on prend des immunosuppresseurs. Si on prend des immunosuppresseurs, on vous dit c'est fatal, vous risquez d'avoir des micro-infections, des micro-foyers infectieux, donc il vous faut des antibiotiques. C'est un cocktail qui est un petit peu détonnant. Voilà. Donc il faudra maintenant, je pense, tenir compte du microbiome également dans ces pathologies. Donc sur l'immunothérapie, ces 2 équipes ont mené des expériences chez les souris résistantes à l'immunothérapie en recolonisant le microbiome de celles-ci par des bonnes souches bactériennes issues de microbiomes de souris sensibles. Ils ont restauré la sensibilité. C'est incroyable. Donc la sensibilité à l'immunothérapie était induite par l'équilibre du microbiome. Voilà, c'est récent, ça vient de sortir, c'est le cas de le dire. D'accord? Ainsi, si on ne peut pas se passer des antibiotiques et de leurs conséquences intestinales générales, il faut envisager un jour de corriger les microbiomes, surtout chez les gens qui reçoivent des immunosuppresseurs ou des immunostimulants. Voilà, c'est la seule conclusion que je voulais vous dire, c'était que, en fait, ce microbiome est vraiment quelque chose de beaucoup plus sioux, sensible que ce qu'on veut bien le dire, et qu'il y a certaines bactéries qui sont capables de produire des substances neuroactives, de modifier en particulier les neuromédiateurs, et leur mécanisme ferait appel à un effet soit anti-inflammatoire, soit inflammatoire. Et là, il y a une revue qui vient de paraître, il y a 1 mois ou 2, dans la revue de biologie psychiatrique. L'avenir donc des probiotiques, pour moi, ça n'engage que moi, mais enfin, je ne suis pas tout seul, je veux dire. Hein. On commence à être de plus en plus nombreux. Il faut des formes adaptées, protégées de la destruction et de la concurrence, donc des formes galéniques particulières, des formes aidées par des procédés, je peux citer la tyndalisation, il y en a peut-être d'autres, mais enfin, c'est un des procédés les plus efficaces et simples, aidées par des cofacteurs favorisants, des souches variées et sélectionnées pour leur tropisme et leur spécificité. En disant ça, je suis factuel, objectif, et je pense que c'est l'avenir. Alors je sais que c'est peut-être un peu iconoclaste par rapport au discours qui dit « prenez tout ça, c'est bon pour tout », mais je pense qu'on n'est pas loin d'avoir raison. Voilà, j'ai fini, et je suis prêt à répondre à vos questions si vous voulez bien m'en poser, sinon... Excusez-moi, Merci de votre exposé brillant, dans tous les cas. Est-ce que on parle bien sûr de toutes les maladies chroniques qui sont des maladies inflammatoires, par définition. Et quelle est, par exemple, pour un patient souffrant de diabète, l'influence sur son humeur de sa pathologie chronique? Et est-ce que son diabète n'est pas lié à un dysfonctionnement de son microbiote? Comme on dit, c'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Tiens. C'est vous. Bah oui, j'ai dit ça suffit. Attends, c'est bon, j'ai tout appris, moi. Non. Merci. C'est une question intéressante. Je ne l'ai pas travaillée personnellement, mais on peut répondre relativement aisément.
le diabète, inefficacité de certains îlots pancréatiques, le lien avec l'immunothérapie et l'immunologie et l'inflammation a été découvert puisqu'on a parlé de maladies auto-immunes qui modifieraient le fonctionnement de ces îlots. Ça se traduit par une présence de sucre, à conséquence, dans le sang. Le sucre est un lien direct avec un neuromédiateur qui est la sérotonine. Je pense que s'il y a inondation de sucre dans le secteur extracellulaire et pas dans le secteur intracellulaire faisant fonctionner le mécanisme, il y a dépression. Et donc il y a un lien pour moi entre dépression possible et diabète. Est-ce que la dépression larvée peut contribuer au déclenchement du diabète? Vous savez, l'expérience, je n'ai pas d'expérience dans la diabétologie, mais avec le team on le sait, c'est que ce sont des cofacteurs déclenchants. On ne peut pas tellement dire qu'il y en a un qui a... Enfin, on pourrait, certaines histoires de maladies le disent, et on vous le dit, par exemple, il y a des diabètes qui se déclenchent après des stress, et des chagrins, et des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Il y a une surconsommation de sérotonine, un manque, donc un déclenchement des réactions intimes mitochondriales déclenchant des inflammations. J'essaye de reconstituer l'histoire, et dans un lien logique. Espèce de stress oxydant important, déclenchement des cytokines inflammatoires, travail au-dessus dans la voie intracellulaire. Vous savez qu'il y a deux formations d'utilisation du sucre dans les cellules. Il y a la voie de l'ATP, qui sont des exoses, et il y a la voie des pyruvates, qui sont la voie des pentoses. Et chaque fois qu'on a inflammation, on passe de la voie des exoses vers la voie des pentoses. Et c'est pour ça qu'il y a augmentation des pyruvates. Il y a consommation des pyruvates et augmentation des lactates. Il faut toujours raisonner quand on fait un examen sanguin. S'il y a baisse de quelque chose, ça veut dire que c'est plus haut dans l'autre compartiment. Donc, l'explication pourrait être celle-là. Je vous donne un schéma. Je pourrais vous en donner un autre. Infection chronique larvée, digestive, entretien du microbiote, justement, déclenchement de maladies auto-immunes, exportation de cette inflammation, de cette distorsion auto-immune. Pourquoi ça se porte pour le pancréas? Ça pourrait se porter sur la thyroïde, ça arrive dans certains cas. Ça s'est porté sur le pancréas, ça c'est un peu mystérieux. Pourquoi une auto-immunité se déclenche plus tôt quelque part qu'ailleurs? J'avoue que je ne pense pas que les gens le savent, et qu'on ne le sait pas encore. Mais ça pourrait être ça. Et puis je pourrais donner 3 ou 4 scénarios et histoires qui vont tout à fait dans le sens que je voulais dire. Voilà. Merci. Autre question, là-haut, gauche. Pour moi, droite, toi. Bonjour docteur. 4 constats. Mais d'abord, à 14h45, nous infuser ce que vous venez de faire, c'est absolument extraordinaire. C'était pas gagné, mais alors là, après avoir bu un petit peu de blanc ce midi, j'avoue que chapeau. 2, j'espère que cette même conférence, vous la faites avec nos confrères généralistes ruraux. Parce que ça fait 30 ans que je suis pharmacien, j'en ai vu quelques-uns de médecins, mais putain. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez effectivement des conférences avec des spécialistes. Attendez. Venez voir les médecins généralistes dans nos communes, mais c'est affligeant. Parce que vous avez raison, là. Là, finalement, vous prenez un ensemble. Vous prenez le corps humain, vous avez effectivement parlé du digestif. Vous savez à qui vous me faites penser? Parce que je suis très homéopathie, ils le savent certains ici. De très très bons homéopathes ont des points communs avec vous. Je vais me permettre d'intervenir. J'ai bien dit de très très bons homéopathes. L'immunologie n'est pas un ennemi de l'homéopathie. On sait que le terrain est individuel, qu'il y a certaines... On est parti d'une immunologie, quand j'ai commencé, c'était une immunologie d'espèces pratiquement. Ensuite, on a fait les sous-groupes, HLA, tous les trucs dans ce genre. Et maintenant, on a l'immunothérapie individuelle.
Et la notion de alors je ne vais pas aller jusqu'à la... Je ne suis pas encore allé jusqu'à la dose en dessous du nombre d'Avogadro, je suis encore un peu chimiste, mais là, je sais quand même que la petite dose est aussi efficace qu'une grande dose, ça dépend comment elle est administrée. Donc j'ai une très bonne relation avec les homéopathes, dans la mesure où je comprends le raisonnement sur le terrain individuel, ce que vous appelez la diathèse. Et je parlais de ça, du raisonnement individuel. Et en raisonnement individuel. Je parlais de ça, voilà. oui. Exactement. C'est passionnant. Et à la limite, j'ai une question à vous poser. Ça fait 30 ans que je m'occupe de sportifs de haut niveau. Est-ce que effectivement le produit que vous déclinez à la fin, on se devrait effectivement de les engager là-dessus parce qu'il y a le stress, la compétition de haut niveau, c'est compliqué, ça bouffe, ça bousille de l'énergie. Alors, voilà. Alors, les compétiteurs, généralement, sont des dopaminergiques dominants. Un dopaminergique dominant, dont je vous ai décrit certains traits de caractère, c'est aussi quelqu'un qui adore la compétition et qui fait le mariole et qui adore la castagne. Dans ma région de Toulouse d'origine, c'est ce qu'on dirait. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il est compétiteur, résiste peu à la frustration, et donc, mais par contre, s'il a perdu, il reviendra. Il ne va pas être déprimé, il reviendra. Donc le compétiteur est un peu dopaminergique dominant. Il faut qu'il le soit un peu, mais pas trop. Parce que vous avez vu que ça a aussi des effets délétères et c'est lié avec des états inflammatoires. Donc il faut lui donner, je pense qu'il ne faut pas... Alors après, moi je pense que ça a des influences dans le coaching, également un sérotoninergique dominant, il fonctionne à l'affectif. C'est celui qui ne fait plus de l'allemand parce que la maîtresse d'allemand a été méchante avec lui. Ou, je ne sais pas, elle a préféré un autre. Donc, il raisonne à la récompense. Un GABA, les gens qui ont le GABA, c'est des anxieux. Donc, il faut des rituels extrêmement précis, une organisation de faire avec des horaires, sinon ça va pas aller. Un autiste, vous ne lui dites pas à l'avance, c'est exactement ce qui va se passer le lendemain, en lui marquant sur des photos, des pictogrammes et des trucs comme ça, le lendemain, ça ne marche pas. Hein. Il ne va pas, il ne fera pas la prise de sang, il ne fera pas le truc, ce n'est pas possible. Et on a ces anxiétés. Pour l'acétylcholine, c'est plutôt, les sportifs ne sont pas dedans, c'est plutôt les intellectuels, c'est l'association, ou les communicants. Ils travaillent à l'acétylcholine. Et l'état inflammatoire, pour revenir à cette idée, modifie ce concept de neuromédiateur, donc modifie la réceptivité à l'entraînement, à l'effort, à la compétition et aux instructions données, mais également, il convient de ne pas déranger, quand il est bien installé, cet équilibre par des phénomènes inflammatoires adaptés. Donc, actuellement, je sais que dans les régimes pour les sportifs, on discute, n'est-ce pas? Il ne faut plus de viande, ou il ne faut plus de ceci parce que c'est acidifiant, ou c'est comme ça. Je dis attention, ça dépend de la personne. Si vous ne faites plus manger de viande à un dopaminergique dominant, il faut le remplacer par autre chose. Sinon, il n'aura plus sa dope favorite. On en a tous, hein. Tous autant que nous sommes, nous avons notre petit truc qui nous allume. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pour les sportifs, et pour tous les coachs, la question peut se poser également dans les méthodes d'apprentissage. Vous voyez dans les entreprises, un nouveau produit arrive et on dit qu'il faut que l'entreprise s'acculture avec le produit. Donc, on va faire connaissance avec le nouveau produit de la secrétaire ou du secrétaire, il ne faut plus être sexiste, du secrétaire, de la secrétaire, jusqu'au la PDG, le PDG. Et donc, le réflexe, c'est de dire, bon, il y a les couillons en bas, et donc il faut leur faire des trucs simples. Ensuite, on monte par strates socio-culturelles, si on peut s'exprimer ainsi. Mais vous pouvez avoir un top manager qui a exactement le même de raisonnement émotionnel et de récompense que l'huissier en bas à la porte. Et je me souviens d'avoir intervenu là-dessus chez Dassault Systèmes, où ils se posaient les problèmes pour que les pilotes de combat, quand on leur mettait des nouveaux systèmes embarqués, alors qu'ils avaient fait les mêmes études, ils avaient le même âge, ils étaient sélectionnés pareil, il y en avait qui pigeaient, d'autres qui ne pigeaient pas. Et je leur ai dit, une des clés serait de travailler là-dessus, de repérer
et pas des trucs de dominant, dominé, la mort moelle-neu de psycho, machin chouette, des trucs beaucoup plus biologiques. Je deviens grossier, excusez-moi, c'est l'enthousiasme. Mais voilà, pour répondre à votre question, chez les sportifs, je verrais ça, moi. Garder le niveau d'inflammation bas, mais pas la même pour tout le monde. Le terrain individuel. Autre question? Bah écoutez, Je suis libéré? merci. Merci à vous. Merci, professeur. Vraiment. Merci. Qu'est-ce que tu dis? Oui, tu dis que tu vas me payer combien? 20 000 euros? D'accord, bien sûr. Non, j'ai fait le tour de tous les stands, ils m'ont tous versé 10 000 euros là. Donc toi, c'est 20 000. On va faire des conférences partout en France, en province. Bah, la province, c'est la France, à moins que tu décides que... Non? Encore, ouais, ça ne m'étonne pas. Un Parisien, ça encore. Donc, il va prendre sa calèche, il va faire le tour de la France avec le professeur, partout en province, avec le professeur, laboratoire Immubio, bien sûr, mais ce n'est pas le laboratoire Immubio, c'est PHR qui va faire le tour de France avec le professeur Teller. D'accord? Merci à vous. Alors, on se retrouve à 17h pour la conférence, qui est une conférence riche, puisque je commence un petit peu à parler de l'avenir. Je donne la parole à Olivier de l'Étoile, et ensuite je donne la parole à Pascal Perry, l'économiste, et je conclus sur un quart d'heure. Donc, rendez-vous à 17h. Merci à vous, bonne pause, et prenez l'air.